partie 4 sur 6. Ce mur, il a pour objectif de protéger forcément les spectateurs qui sont installés juste derrière de ce qui se passe en dehors de l'arène. Un immense voile qu'on appelle le vélum, le mot est resté encore une fois, tenu par des mâts et des câbles, protège les spectateurs du soleil ou de la pluie. Le plus bel exemple, c'est l'amphithéâtre Flavien. Il mesure 188 mètres de long, 156 mètres de large, 50 mètres de haut et il peut accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs. Il est construit en maçonnerie de pierre, de travertin, de tuf et de béton romain qui supportent des grandes voûtes et des murs rayonnants. De nombreux crampons de bois permettent de lier les blocs entre eux. Le bâtiment est porté par 3 étages d'arcades composés de colonnes engagées qui reprennent les 3 ordres les plus courants dont je vous parlais tout à l'heure. Là, ils ont tout mis, le dorique, le ionique et le corinthien. Et en général, vous avez sur les 3 étages, comme ça, les 3 ordres. Le dorique en dessous, le ionique au milieu et le corinthien tout en haut. Ça représente en gros les époques aussi. Les sous-sols dissimulent un labyrinthe de couloirs, de salles, de systèmes d'ascenseurs déjà. Et ce système d'ascenseur disparaîtra pour longtemps après la chute de l'Empire. Le plancher est percé de trappes qui permettent de faire sortir les éléments de décor, les cages d'animaux sauvages qui apparaissent sur scène, les jeux, ils sont extrêmement prisés par les Romains et tout le monde peut y assister. Forcément, vous avez vu Gladiator. Hein. L'amphithéâtre présente un grand nombre de festivités, des combats de gladiateurs, des animaux sauvages et exotiques, comme les lions, les éléphants ou les autruches aussi, mais aussi des combats navals, je vais y revenir. Les trappes dissimulées sous le sable de l'arène vont faire jaillir des quantités ahurissantes d'eau et des navires qui reprennent l'aspect de bateaux de guerre romains, grecs, perses, carthaginois, vont se mettre à lutter les uns contre les autres en rejouant les grandes batailles maritimes qui ont permis à Rome de devenir une puissance. Je vais revenir un peu plus longtemps dans un instant. Les spectacles sont très nombreux. Hein. Vraiment, il y en a quasiment tous les jours. Ça peut arriver. Les représentations durent 1, 2, 3, voire 4 jours entiers. Donc, il est nécessaire d'emporter avec soi son repas, de prévoir de quoi aussi se couvrir la tête, parce qu'il faut faire attention aux coups de chaud. L'amphithéâtre marque le centre de l'espace urbain, comme celui de Nîmes ou d'Arles, qui sont plus petits que celui de Rome, évidemment, mais ils peuvent tout de même accueillir 24 000 spectateurs. L'amphithéâtre de Médiolanum, de Saintes, donc, est achevé, lui, sous le règne de l'empereur Claude, au 5e siècle de notre ère. Il mesure 126 mètres de long sur 102 mètres de large. Il encercle une arène longue de 65 mètres et large de 39. Ces vestiges sont visibles dans le quartier encore existant, Saint-Eutrope. On le reconnaît facilement, évidemment, grâce à sa structure singulière, parce que la cavea s'appuie contre 2 versants du vallon des arènes et sur un remblai. Les gladiateurs et les animaux sauvages passent par 2 vomitoria qui sont construits à l'est et à l'ouest pour accéder à l'arène. Et il peut accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs, c'est pas mal. Aujourd'hui, il est l'un des amphithéâtres les mieux conservés de l'antique Gaule aquitaine, l'Aquitania, en dépit de la disparition de la grande majorité de ces superstructures. Il n'en reste pas énormément, évidemment. Les archéologues se sont aperçus en fait que les villes rivalisaient entre elles dans le domaine urbain et voulaient entrer en concurrence pour édifier le plus grand, le plus bel amphithéâtre. Comme quoi, nos superstades ne datent pas d'hier, c'est à celui qui aura le plus grand, si j'ose dire. Au IIe siècle, ce bâtiment semble être l'incarnation, encore une fois, du pouvoir détenu, mais cette fois par l'élite locale, et donc par extension de la ville. C'est donc pas uniquement un lieu de loisirs, c'est aussi un symbole de prestige et de puissance. Nos stades d'aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Donc je voudrais revenir un instant là, sur le spectacle aquatique dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, un spectacle absolument colossal, extrêmement populaire à l'époque, mais pourtant pas très connu de nos jours. On appelle ça la naumachie. Pour bien comprendre l'aspect colossal de ces constructions et les spectacles romains, je voudrais vraiment revenir en détail là-dessus. La naumachie, on peut traduire ça par combat naval, désigne rien moins que la reconstitution, encore une fois, hein, je le disais rapidement tout à l'heure, d'une bataille maritime grandeur nature, dans un espace délimité et, 9 fois sur 10, pas naturel du tout. Elle met en scène des flottes composées de milliers de condamnés à mort qui sont embarqués sur de véritables et redoutables galères de combat, surveillées par des troupes romaines hyper armées,
qui les empêche évidemment de penser à toute rébellion possible ou de fuite, eh bien ces hommes qui ont été entraînés évidemment à se battre vont s'affronter à mort, j'insiste, dans des grands bassins artificiellement créés pour l'occasion. Et vous avez là, sous les vivats enthousiastes, des dizaines de milliers de Romains qui regardent ça et ils vont combattre, donc ceux qui sont dans l'arène évidemment, ils vont combattre et ils vont mourir pendant ces sanglants affrontements qui représentent en fait d'anciennes batailles maritimes célèbres et évidemment remportées par les Romains. Ils ne vont pas parler des déculottés, il y en a eu qui ont été reçus par les flottes romaines. Ces mises en scène titanesques demandent, vous l'imaginez bien, des moyens considérables. Elles ne sont pas uniquement réalisées pour divertir les spectateurs. Elles ont là encore un but symbolique, idéologique et même politique. Ces incroyables spectacles nécessitent, vous l'imaginez encore une fois, des aménagements tout simplement monumentaux, rarement égalés au cours de l'histoire de l'humanité. Vous avez ensuite le cirque romain. Le cirque romain est assez proche en fait de l'hippodrome grec. Qui n'a pas vu Ben-Hur ne peut évidemment pas comprendre, et comme je me doute que vous l'avez tous vu, ou au moins vous avez vu la célèbre course de chars, vous voyez évidemment de quoi je parle ici. C'est un bâtiment, cette fois de forme allongée, pas ronde, qui accueille, je le disais donc, des courses de chars. Il y en a plus de 100 dans tout le monde romain, mais le plus connu, bien sûr, c'est le cirque Maxime, construit au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui, avec ses 600 mètres de long, peut accueillir 150 000 spectateurs assis sur des gradins. Vous avez bien entendu, 150 000 spectateurs. Pour vous faire une idée, aujourd'hui, en 2023, les plus grands stades du monde, je parle là hors sport automobile, où les gens peuvent être assis à l'extérieur, sont celui par exemple de Pyongyang, c'est le premier, en Corée du Nord, 150 000 places. En Inde, le Sardar Patel, 110 000. Le troisième, c'est le Michigan Stadium aux États-Unis, 109 800 places. Et le plus grand stade européen, le Camp Nou, fait 99 000 places. Ça vous donne quand même une idée plus précise par rapport au cirque Maximus, je le rappelle, de 150 000 places assises. L'ancien stade de La Luz, par exemple, au Portugal, faisait 100 000 places, mais aujourd'hui, il a été réduit. C'est pour ça que je parle bien en 2023. Interplein central, qu'on appelle Spina, partage la piste en deux dans le sens toujours de la longueur. Elle est richement ornée de statues, de bas-reliefs, de bassins qui font jaillir de magnifiques jets d'eau. Elle se termine à chacune de ses extrémités par une grosse borne arrondie qui indique l'emplacement des virages. La spina sert à compter les tours, vous savez, vous l'avez vu dans le film, donc, à compter les tours effectués par les chars. L'édifice possède deux extrémités, l'une demi-circulaire qui abrite les places les plus prisées, et aussi donc les plus chères, parce qu'elle surplombe le virage le plus risqué de la piste, c'est en fait là où tout se passe. L'autre extrémité du bâtiment abrite les carceres, les stalles de départ des chars. Ces stalles sont surmontées de loges d'honneur dans lesquelles s'installent les magistrats. Le cirque est tellement grand que parfois il peut même remplacer l'amphithéâtre. Et il s'en passe des choses sur la piste, je vous signale. Les auriges, les conducteurs de chars qui fouettent leurs chevaux, les chars lancés à très vive allure, qui se collent les uns aux autres, qui se bousculent, qui se renversent, qui se doublent. Tous les coups sont permis à ce moment-là. Les accidents, évidemment, ajoutent du piquant à la course. D'ailleurs, beaucoup viennent que pour ça. Nombreux sont les auriges qui perdent la vie, qui meurent carrément sur le sable du cirque. C'est pour cette raison qu'ils sont considérés comme de véritables héros. Il faut savoir que, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, parce que là, l'idée, c'était dans cette émission de parler uniquement de la ville, mais les auriges, certains auriges, étaient adulés à l'équivalent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui pour Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Mbappé. Ils gagnaient un argent monstre. Mais là, ça avait du sens, parce qu'ils pouvaient mourir sur le sable. Ce serait toujours, je dis toujours ça en rigolant, mais ce serait amusant de faire ça aujourd'hui dans les matchs de foot. Ils pourraient mourir. Là, ils seraient encore plus payés. Ça pourrait être assez drôle. Bref, avec les gladiateurs, donc il faut savoir que ce sont les véritables vedettes des Jeux romains. Ils sont adulés véritablement, j'insiste, par une foule nombreuse de fans, exactement comme nos footballeurs aujourd'hui. Et comme aujourd'hui,
Vous avez des boutiques qui vendent une multitude déjà de produits dérivés et on les a retrouvés. Des figurines, des vases, des lampes, des flacons de parfum et des tuniques aux couleurs de son orige préférée. Ben oui, certains vont même jusqu'à venir venir dans ce lieu, jusqu'à adopter la coupe de cheveux de leur idole. Et ouais, le PSG n'a rien inventé, Cristiano Ronaldo non plus. Les origes appartiennent à des factions qui ont toutes leurs couleurs spécifiques, bleu, rouge, jaune, vert, etc. Ça permet de les reconnaître évidemment sur la piste. Les supporters viennent donc avec également la couleur, avec le maillot en fait de leur équipe favorite. Les plus fanatiques n'hésitent pas même à en venir aux mains. Ils se battent avec les équipes concurrentes. Les violences, il faut savoir, sont monnaie courante dans ces endroits. Il arrive même que les magistrats de Rome interdisent la tenue des jeux dans une ville pour une durée déterminée. Là encore, comme quoi, ce qu'on vit aujourd'hui, ça date pas d'hier. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.